D'abord, les troubles physiques consécutifs au choc dans l'exercice d'un sport sont souvent placés sous silence. Plus de 2 millions de commotions cérébrales ont lieu chaque année. Week-end tragique pour les familles de 2 jeunes joueurs de football, un mort, un blessé grave. On pense en premier lieu au rugby. André Smith, 17 ans, s'écroule sur le terrain après un choc violent. Il décédera le lendemain à l'hôpital. 400 joueurs sont morts de façon prématurée ces 10 dernières années. 400 joueurs. Ce chiffre devrait servir à nous alerter. Il existe des blessures qui ne s'effacent pas. Des blessures invisibles qu'on ne soigne pas, qui s'aggravent dans le temps sans qu'on les remarque, qui œuvrent dans l'ombre et qui finissent par faire tomber ceux qui en sont victimes. Moi, ce jeu, j'y jouais pas. Tu vois le plaquage de l'eau, Cournelot sur Plisson. Il y a 15 ans, si c'est moi qui le prends, je suis à l'hôpital ou je suis mort. En tant que spectateur, c'est assez saisissant quand on est au stade. On entend des chocs, on se dit mais c'est pas possible. Quand on voit des joueurs rentrer dans des rucks, on a l'impression qu'il y a des attentats à tous les rucks. Jouerais-tu au rugby si tu savais que tu pouvais perdre la raison à 40 ans? Les commotions cérébrales peuvent mener à la démence. Prenez Steve Thompson, qui a gagné la Coupe du Monde en 2003 avec l'Angleterre. Ce trophée qu'on obtient avec le goût de l'effort, du sang dans la bouche, en donnant son corps à la science. C'est le contrat que les rugbyman y signent en mettant un pied sur le terrain. On ne recule pas devant l'adversaire, on met l'épaule, on se fait mal pour l'empêcher de passer. Mais ce que Steve ne savait pas, c'est qu'au cours de sa carrière, il y a laissé plus que de la sueur et des larmes. Il y a laissé son cerveau. À 42 ans, il ne se souvient même pas d'avoir gagné la Coupe du Monde. Et malheureusement, il n'est pas seul. We believe various governing bodies and World Rugby were in breach of their duty with regards to subconcussive and concussive injuries that the players sustained while playing the game. At this stage, we represent over 150 former rugby union players, a further 40 rugby league players, and we fear this may just be the tip of the iceberg. Les commotions cérébrales sont un petit peu le tabou silencieux du rugby. Le sujet à éviter, le squelette qu'on a dans le placard qu'on veut pas ouvrir. Il fait partie de ces sports de collision que nous aimons tant, au même type que la boxe, la NFL, dans lequel tu peux perdre la tête complètement, dans le meilleur des cas, et dans le pire mourir. Et pendant des années, cette vérité silencieuse, elle est restée dans l'ombre. Personne ne voulait en parler. Alors ça y est, maintenant, aujourd'hui, les choses, elles commencent un peu à changer. En 2022, Joe Marler, pilier international anglais, a avoué avoir fait l'autruche concernant les commotions dont il avait été victime durant sa carrière. Il a même confié avoir oublié qu'il avait des enfants à la suite de l'une d'entre elles. Une phrase qui pourrait nous faire sourire si elle n'était pas si terriblement vraie. Ce sujet, il m'intéresse profondément parce que j'aime le rugby et que mes enfants en plus le pratiquent. Alors j'ai décidé de me lancer dans cette enquête sur ces fameuses commotions, depuis quand elles existent, depuis quand est-ce qu'on est au courant, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé plus tôt, et qu'est-ce qui a été fait aussi pour essayer de limiter ces commotions. Je vous avoue que je ne savais pas trop ce que j'allais trouver en me lançant sur le sujet, et en réalité ça dépasse l'entendement. Des histoires dignes des plus grands films de conspiration, des médecins complètement corrompus qui ont fait courir des fausses histoires et des fausses vérités sur les commotions cérébrales pendant des années et que tout le monde a gobé, et en réalité pendant un temps une hypocrisie aussi un peu générale de la part des institutions vis-à-vis de ce qu'était une commotion, et je parle pas que du rugby là. Et vous allez vraiment pas croire ce que j'ai appris hein. Quand tu tapes sur Google mort commotion cérébrale, tu tombes sur un paquet d'articles. Kyle Traherne, joueur amateur de rugby, a mis fin à ses jours en 2016 à l'âge de 37 ans à Blackwood au Pays de Galles après avoir subi 11 commotions cérébrales sur les terrains. Je me souviens d'une fois où il a subi une grosse commotion. Il était resté seul dans le vestiaire. Il n'arrivait pas à trouver la sortie, ne savait pas où se trouvaient les douches. Il n'avait aucun endroit de l'idée où il était. Ce moment est gravé dans les esprits de ceux qui l'ont connu. Ce qui s'est passé ce jour-là est troublant. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que personne n'a parlé des commotions pendant si longtemps? On parle d'un sujet important, grave, voire même mortel dans certains cas. Il est resté au fond d'un placard pendant des années, on ne l'a ouvert qu'il y a peu de temps en réalité ce sujet-là. Quel est l'intérêt de jouer au niveau professionnel? C'est supposé être pour les souvenirs, tu vois. Et si tu as tout oublié, c'est vraiment flippant. Et comment se fait-il que ce problème crucial, il ait été ignoré pendant des années? Est-ce que c'est une omission délibérée de la part des instances dirigeantes des différentes fédérations? Par peur évidemment des répercussions économiques que ça peut avoir pour le sport? Est-ce que c'est simplement de la naïveté ou de la méconnaissance sur le sujet? Tu seras sûrement d'accord avec moi si je te dis que quand tu mets un sujet sur la table comme ça, évidemment que tu vas freiner le développement d'un sport et que tu vas nuire à sa visibilité. Quand tu apprends ce que tu sais maintenant sur les commotions cérébrales, si elles n'étaient pas traitées avant, en gros chaque parent responsable retirerait ses enfants des sports
sport à risque avec des commotions, obligatoire. Hein. Demander aux fédérations de faire ce job de prévention et d'alerter, c'est un peu comme si tu demandais à Ricard de faire de la promotion des dangers de la cirrhose à tous ceux qui veulent boire un verre. On vit pas dans un monde de bisounours et on n'est pas dans Astérix où les pirates ils coulent leur propre bateau dès qu'ils voient les Gaulois arriver. Dans le monde réel, les réalités économiques et sociales, elles jouent un rôle énorme dans ce genre de décision. Mais pour qu'un sujet soit discuté, encore faut-il qu'il soit connu. Et je suis pas certain que le sujet des commotions ait été réellement connu ou compris avant les années 2015. La science des commotions cérébrales remonte pourtant à 1928, lorsque pour la première fois, un médecin identifie le syndrome de l'ivresse du coup de poing chez le boxeur. C'est un terme assez parlant. En gros, tu te prends une baigne, t'es KO, tu tangues, tu tombes. Ce fut la première fois que ce symptôme a été clairement identifié. Ensuite, il y a un autre médecin, et retiens bien ce nom, car il va être extrêmement important plus tard dans cette vidéo. Augustus Thorndike. En 1952, ce chef du service de chirurgie de Harvard écrit que 3 commotions cérébrales, c'est la limite après lesquelles les joueurs de football américains doivent prendre leur retraite. Mais à part ça, en gros, il n'y a pas tellement de choses qui sont écrites et des recherches qui sont effectuées sur les commotions cérébrales, à part dans le milieu de la boxe. Il y a quelques recherches et études, mais la boxe n'a pas la même visibilité et surtout n'a pas le même nombre de pratiquants que le football américain par exemple ou le rugby. Donc on ne peut pas vraiment dire que tout le petit monde du rugby était conscient des dangers liés aux commotions et de leurs effets dévastateurs sur le cerveau, surtout quand il n'existait pratiquement aucune recherche solide sur le sujet. Il faudra attendre les années 2000 pour que des recherches plus approfondies commencent à apparaître, et ça a commencé à apparaître dans un sport assez voisin du rugby, dans le football américain. Et ça nous amène à une histoire de barjo. En 2002, aux États-Unis, un médecin légiste du nom de Bennett Omalu reçoit un corps pour autopsie. Celui de Mike Webster, un ancien joueur emblématique des Steelers de Pittsburgh. Pour te situer le personnage, Webster a joué au poste de centre pendant 16 ans en NFL, entre 74 et 90. Il a remporté 4 Super Bowls, a été intronisé au Hall of Fame, un véritable héros du football américain. Mais à la fin de sa vie, la réalité est bien différente. Webster avait divorcé 6 mois avant sa mort, il était endetté, vivait dans sa voiture et souffrait de troubles cognitifs, de troubles de l'humeur, de dépression, d'abus de drogue et de tentatives de suicide. L'histoire de Mike Webster, elle est déjà catastrophique et elle est frappante, mais c'est que le début, écoute-moi bien. Lors de l'autopsie du cerveau de Mike Webster, tout semble normal à première vue. Mais Bennett Omalu, lui, il décide de ne pas s'arrêter là. Il décide de financer lui-même des analyses approfondies des tissus cérébraux indépendamment. Il soupçonne que le nombre incalculable de coups que Mike a reçus à la tête tout au long de sa carrière a pu le détraquer et qu'il existe un lien de causalité. Cette affection qui était connue chez les boxeurs, elle n'avait jamais été envisagée dans le football américain. Après tout, il portait un casque. Normalement, c'était censé être sécurisé. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Bennett découvre que les analyses des tissus cérébraux de Webster ne sont pas normales. En 2005, il publie un article dans la revue Neurochirurgie intitulé « Encéphalopathie chronique traumatique chez un joueur de la Ligue nationale de football ». Il ne fait que poser un constat, avertissant que cela nécessite des études. Au début, personne ne le prend au sérieux. Mais un an plus tard, les membres du comité des lésions cérébrales légères traumatiques de la NFL réclament la rétractation de son article en mai 2006. Ils discréditent Bennett, affirmant qu'il ne comprend rien et que son étude est erronée. Mais Bennett Omalu, lui, il ne lâche rien. En novembre 2006, il décide de publier un second article malgré les avertissements de la NFL. Ce second article, cette fois, il est basé sur les découvertes faites dans le cerveau de Terry Long, ancien joueur de la NFL qui s'est suicidé en 2005. Le cerveau de Terry présentait un taux de protéines anormalement élevé, comparable à celui d'une personne de 90 ans. Bennett poursuit ses recherches et trouve des preuves similaires dans les cerveaux de Justin Strelczyk, mort en 2004 à 36 ans, Andre Waters, mort en 2006 à 44 ans, et Tom McHale, mort en 2008 à 45 ans. Autant te dire que là, ça commence à chauffer pour lui. S'attaquer à la NFL, c'est défier une entreprise et même plus une institution aux États-Unis qui pèse des centaines de milliards de dollars. Mais un secret de cette ampleur, il peut pas rester caché. Les joueurs, c'est les premiers concernés. S'abîmer le corps en jouant au football américain, c'en est une autre. S'abîmer le corps en jouant au football américain, c'est normal, c'est une chose, c'est ton métier. Mais découvrir que une fois ta carrière terminée, tu vas avoir des lésions cérébrales où tu vas être atteint de démence et potentiellement tu vas mourir ou te suicider, c'en est une autre. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. En 2011, 5000 footballeurs américains intentent un procès contre la NFL. Ils accusent l'organisation d'avoir caché aux athlètes les effets des commotions cérébrales sur le cerveau. Le procès n'ira pas jusqu'au bout, car en 2013, la Ligue nationale de football américain va verser 765 millions de dollars pour éviter un procès. Autant te dire que même si ça te paraît énorme, la NFL elle s'en tire très bien là-dessus. Parce que le procès ça t'aurait amené de la médiatisation, une mauvaise presse et une descente des sponsors et des sous évidemment. Pour prouver sa mauvaise foi,
Elle précise dans son communiqué qu'elle n'admet pas avoir été mise en cause et que les blessures des anciens joueurs n'ont pas forcément été causées par le football. Une période vraiment sombre pour la NFL. Mais tout ça c'était avant. Depuis, la NFL a énormément progressé évidemment sur le sujet des commotions, avec des protocoles qui sont extrêmement stricts. En abaissant la hauteur du plaquage, t'as plus le droit de taper au casque. Les blocs c'est obligatoirement au-dessus des jambes. Et si cette histoire elle t'intéresse, il y a un film excellent qui s'appelle Seul contre tous avec Will Smith qui est sorti, qui est juste extraordinaire. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour deux raisons. La première, c'est que lorsque Bennett a dévoilé ses découvertes, la NFL a essayé de le faire taire. Donc si ma chaîne YouTube disparaît, tu sauras pourquoi. La seconde, c'est que ce qui est arrivé au football américain dans les années 2000 est en train d'arriver au rugby mondial. Regardons de plus près ce qui se passe dans le rugby actuellement. Nous avons Bill Guiton, un joueur professionnel de rugby néo-zélandais, mort à 33 ans. Il a fait don de son cerveau à la banque du cerveau de l'université d'Auckland. Les spécialistes médicaux ont découvert qu'il souffrait d'une maladie dégénérative du cerveau. Billy avait pris sa retraite prématurément en 2018, à cause de plusieurs commotions. Lorsque son père y décrit son état, ça fait froid dans le dos. Le pauvre homme passait des heures dans un petit placard sombre parce qu'il ne supportait pas d'être à la lumière. Certains matins, il s'asseyait au fond de sa baignoire en pleurant, essayant de rassembler l'énergie nécessaire pour bouger. Mais revenons au début, ça me semble plus logique. Imaginez être au sommet de votre forme physique, prêt à entrer dans un match de rugby intense. Le sifflet retentit et tu donnes tout sur le terrain. Puis, en une fraction de seconde, un choc violent te projette au sol. Tu te relèves après la percussion que tu viens de prendre, ou le plaquage que tu as mis, ou le ruck. Mais quelque chose ne va pas. Tu es complètement étourdi, confus, et tout semble flou. Tu ne sais même plus comment cela t'est arrivé. En gros, c'est ça que vivent de nombreux joueurs de rugby lorsqu'ils subissent une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, c'est une lésion cérébrale traumatique légère causée par un coup direct ou indirect à la tête. Si tu prends un punch en boxe, tu peux être mis KO. Si ton cerveau bouge très vite, tu peux aussi être mis KO. Cela peut se produire lorsqu'un joueur est plaqué ou subit un impact violent qui provoque une secousse rapide de la tête et du cerveau. Cette secousse, elle perturbe temporairement le fonctionnement normal du cerveau, entraînant une variété de symptômes qui ne sont pas à prendre à la légère. Mais surtout, un sujet ayant subi des commotions répétées peut développer une ETC, une encéphalopathie traumatique chronique. Cette affection cérébrale progresse souvent vers des maladies neurodégénératives graves. Et c'est là que réside le plus gros des problèmes avec les commotions. T'as pris ta commotion, tu te relèves, ça tourne un petit peu, t'es un petit peu perdu, désorienté, tu vomis, tu continues. Mais ce que tu réalises pas quand tu te relèves et que tu continues, c'est que ce choc, il a peut-être déjà commencé à causer des dommages irréparables dans ton cerveau. Comment se produit la commotion? Lorsqu'un joueur subit un gros choc, il est facile de penser que c'est juste son crâne qui encaisse. Le crâne, c'est une structure solide et résistante, mais ce qui se passe à l'intérieur est ce qui est vraiment préoccupant. Imaginez le cerveau comme une masse gélatineuse flottant dans un liquide protecteur, le liquide céphalo-rachidien. Lors d'un impact violent, le cerveau peut bouger brusquement à l'intérieur du crâne, se heurtant aux parois osseuses. Ce mouvement soudain peut provoquer des étirements et même des déchirures des cellules cérébrales, ainsi que des modifications chimiques dans le cerveau. C'est un peu comme si on secouait un bol de gélatine. Même si le bol reste intact, la gélatine à l'intérieur est fortement perturbée. C'est exactement ce qui se passe avec une commotion cérébrale. Même si ces dommages ne sont pas toujours visibles sur les scans médicaux traditionnels, comme les IRM ou les scanners, leurs effets peuvent être profonds et durables. C'est ce qu'on appelle une blessure invisible. Et c'est le fait que ces blessures soient invisibles qui les rendent extrêmement dangereuses. Les symptômes d'une commotion cérébrale, ils peuvent se manifester immédiatement après l'impact ou plusieurs heures, voire plusieurs jours plus tard. Reconnaître ces symptômes, c'est indispensable pour éviter d'avoir une deuxième commotion qui là est d'autant plus dangereuse si tu prends une deuxième commotion sur la première. Des maux de tête persistants, des vertiges, des troubles de la mémoire, des problèmes de concentration, autant de signaux d'alarme que les joueurs, les entraîneurs et les parents doivent connaître. Et c'est là que tout devient encore plus inquiétant. Une commotion mal soignée, ou pire, répétée, peut conduire à des problèmes bien plus graves comme l'ETC, entraînant des symptômes graves comme la dépression, les troubles de l'humeur, la perte de mémoire et dans les cas les plus extrêmes, des comportements suicidaires. Alors comment protéger les joueurs? La première étape, c'est la sensibilisation. Un choc à la tête doit être pris au sérieux. Les protocoles de commotion cérébrale doivent être strictement respectés et les joueurs ne doivent jamais retourner sur le terrain avant d'avoir été correctement évalués et guéris. En fin de compte, une commotion cérébrale, c'est jamais juste un coup. Ça peut être le début d'un long processus de dégradation invisible et dévastateur. Protéger le cerveau des joueurs, c'est protéger leur avenir et c'est une responsabilité qu'on doit tous prendre au sérieux. Il existe différents types de symptômes sur les commotions cérébrales et chacun d'eux révèle des aspects effrayants des commotions. On va commencer par les symptômes physiques, parce que ces symptômes en fait c'est les premiers généralement à apparaître. Les maux de tête par exemple peuvent être persistants et sévères, ils apparaissent peu de temps après l'impact, mais attention,
ce sont ceux qu'on ne voit pas forcément. Les athlètes peuvent également se sentir étourdis ou désorientés, avec des difficultés à maintenir l'équilibre. Ce sont eux qu'on voit immédiatement et qui font partie des plus impressionnants. Tu as sûrement déjà vu un joueur tituber ou s'effondrer sur le terrain après un choc violent. Mais c'est pas tout. La sensibilité à la lumière vive et au son fort est un autre symptôme courant. Imaginez être dans un stade bruyant avec des milliers de personnes criant et sentir que votre tête va exploser à chaque son. Cela peut vraiment aggraver le malaise. Et puis il y a les nausées qui peuvent survenir rapidement après la blessure, souvent accompagnées de vomissements. À ce stade, on comprend déjà que c'est pas marrant spécialement sur les symptômes d'avoir une commotion. Mais c'est que la première catégorie de symptômes. Les seconds symptômes sont cognitifs. T'avais déjà oublié qu'il y avait 3 types de symptômes. On a vu les symptômes physiques, maintenant on passe aux symptômes cognitifs. Les commotions cérébrales peuvent sérieusement affecter la capacité de concentration d'une personne. Imagine avoir du mal à suivre une conversation simple ou à te concentrer sur une tâche banale. Mais ce qui peut être le plus inquiétant, ce sont les troubles de la mémoire à court terme. Tu peux avoir des difficultés à te rappeler des événements récents ou à retenir de nouvelles informations. Un ami à moi, en U18, a pris un KO contre Vannes. Je m'en souviendrai toujours. Il a demandé sur le banc de touche 20 fois le score en 10 minutes. Après avoir vomi bien sûr. C'était en 2004 ou 2005 et personne n'était choqué ou inquiet. Il est rentré chez lui tranquillement après. Et oui, les commotions elles existent depuis longtemps. Mais on ne se rend compte que plus récemment puisque leur nombre a énormément augmenté du fait du professionnalisme et que les joueurs sont plus rapides, plus puissants. J'ai dû arrêter justement moi à cause des commotions cérébrales. Mais ce qui est marrant c'est que moi j'ai fait des commotions cérébrales toute ma carrière. Mais ça s'appelait pas commotion cérébrale, ça s'appelait rien du tout. Quand tu es dans les choux totales, ton temps de réaction augmente. Tu traites tout ou rien. Si tu ne comprends pas trop ce qui se passe autour de toi et que tu ne connais pas le score, tu vas faire les choses par automatisme parce que tu es conditionné pour les faire, mais ça s'arrête là. Les réactions vont être plus lentes que d'habitude et tu vas probablement prendre des décisions moins bonnes. En fait, tu as une sensation générale de confusion et de lenteur mentale, souvent décrite comme un brouillard dans le cerveau. Les symptômes cognitifs, ils sont vraiment pas cool. Et là, en entendant symptômes cognitifs, si t'es pas commotionné, tu viens de te rendre compte que j'avais dit qu'il y avait 3 symptômes. Et les derniers, c'est les symptômes émotionnels. Les joueurs peuvent devenir plus irritables et sujets à des changements d'humeur imprévisibles. Des sentiments de dépression et d'anxiété peuvent émerger, parfois sans raison apparente. Imagine vivre avec un sentiment constant de malaise ou d'agitation, rendant difficile le repos ou la relaxation. La commotion, là, au niveau professionnel, on se rend compte parce qu'il y a la télé, mais au niveau amateur, il y en a bien plus. Ils sont moins pris en charge d'ailleurs que nous. En février dernier, avec son club d'Orsay en Fédéral 2, la 4e division française, il est victime d'un choc violent. Puis un autre, 20 minutes plus tard. Ce jour-là, il a frôlé la mort, passant ensuite 3 semaines alité à l'hôpital, sans pouvoir parler. À ce stade, je pense que t'es dans le bain et tu te dis mais c'est quoi ces sports qui peuvent t'amener des problèmes comme ça? Et ça m'amène directement à la prochaine partie. Au vu de la dangerosité des commotions, comment est-ce qu'elles sont prises en charge? Et là, pour cette partie, je vais prendre l'exemple du rugby. Autant dans les années 2000, je pense que peu de personnes savaient exactement ce qu'était une commotion, les risques qui étaient liés aux commotions, alors qu'aujourd'hui, avec tous les témoignages qu'il y a eu, les études, plus personne ne peut se cacher, en fait, le temps de l'ignorance, il est fini. Prenons un exemple très parlant. Le cabinet d'avocats Rylance représente aujourd'hui plus de 300 joueurs de rugby à 15 et 150 joueurs de rugby à 13 qui souhaitent engager une action collective, une class action, contre World Rugby, ainsi que contre les fédérations anglaises, galloises et la Rugby League. Et ce ne sont pas des joueurs de second plan, hein. Parmi eux, il y a plus de 140 joueurs internationaux. 140 joueurs internationaux. Ils ont joué pour l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, l'Irlande. Si la majorité, ils préfèrent rester anonymes pour se préserver aussi, il y en a quand même 35 qui ont accepté de parler à visage découvert. Et là, les noms commencent à parler. Le talonneur anglais Steve Thompson, le pilier All Black Karl Lehman, le gallois Alex Popham, tous soutiennent que leur fédération fait preuve de négligence en omettant de prendre des mesures raisonnables pour les protéger des blessures permanentes causées par les coups répétitifs. Maintenant, un instant de réflexion. Si le football américain a été frappé de plein fouet par le problème des commotions, comment aurait-il été possible au rugby d'échapper à ce problème? Surtout lorsque tu vois les matchs au début de l'ère professionnelle. Et là où ça commence à devenir troublant, c'est en revenant sur l'histoire de Ian Tucker. En 96, le rugby vient à peine de passer professionnel, seulement un an auparavant. Ce jeune joueur évolue avec Oxford. Il joue contre les Saracens le dimanche 27 octobre. Au cours du match, Ian est pris sous un regroupement. Il se relève péniblement, mais quelques instants plus tard sombre dans le coma. Et c'est à ce moment-là que World Rugby et les fédérations auraient dû réagir. Se poser des questions, revoir les protocoles, chercher à comprendre. Après tout, nous parlons d'un sport de combat, de contact, de collision. Et pourtant, rien n'a été fait à cette époque. Elles ont préféré s'appuyer sur les recommandations d'un certain docteur, le docteur McCrory. Et ce docteur, à l'époque, minimisait le danger des commotions. Tu te demandes qui c'est, et là, c'est vraiment un truc de barjot. C'est un grand gourou qui a fait énormément de mal. Pourquoi est-ce que cette histoire, elle est si importante? Parce qu'elle illustre parfaitement, en fait, la façon dont les commotions cérébrales
ont été traitées alors qu'on commençait à être conscient du problème. Et donc ça amène ça à... c'est pas un fait isolé, c'est une négligence qui a été continue. Et ce qui aurait dû être en 96 un signal d'alarme pour le rugby mondial, en fait toutes les fédérations et World Rugby a décidé de fermer les yeux. Probablement pour protéger l'image du sport en se disant c'est qu'un accident, c'est rien, ça arrive. Mais aujourd'hui ce sont les joueurs en fait qui payent le prix de cette négligence. Et le rugby, qui est un sport que moi j'affectionne particulièrement, il a un tournant, c'est-à-dire que là, les décisions qui vont être prises vont clairement orienter la façon dont le sport va se développer ou non. Et c'est là que je vous pose la question, comment le rugby, un sport ancré dans le respect et le fair play, peut-il continuer à ignorer ces faits? La question elle est plus de savoir si des mesures doivent être prises, quand et comment elles seront prises. Et tout ça c'est parti de ce fameux médecin McCrory. Qui est McCrory? C'est l'expert commotion cérébrale de World Rugby. Au début de sa carrière, McCrory, c'est pas vraiment quelqu'un, hein, c'est juste le médecin du club de football australien des Melbournes. Mais rapidement, il va se faire une réputation et il va devenir l'expert des commotions cérébrales dans le milieu du rugby. En 99, il publie un article dans le British Journal of Sport Medicine où il affirme que l'un des mythes que les traumatismes crâniens multiples peuvent entraîner des dommages cumulatifs. À l'époque, cette déclaration aurait pu passer inaperçue, mais McCrory ne s'arrête pas là. Il est persuasif et il entraîne les gens avec lui. En 2001, il est nommé rédacteur en chef de ce journal, une revue scientifique de premier plan. Et devinez de quel sujet il traite dans l'un de ses premiers éditoriaux? Rien ne prouve que le fait de subir plusieurs commotions cérébrales au cours d'une carrière sportive entraîne nécessairement des lésions permanentes. Et McCrory, il a occupé ce poste de rédacteur en chef jusqu'en 2008. Puis il est devenu adjoint rédacteur en chef jusqu'en 2019. Donc une revue scientifique qui publie des choses des articles sur les commotions cérébrales sont validés par lui. Mais c'est pas tout. Le Concussium in Sport Group, l'organisme le plus influent sur les commotions cérébrales dans le sport, qui comprend une quarantaine de spécialistes de différentes nations et disciplines. Et devinez qui a été à sa tête pendant la majeure partie de ce siècle? McCrory, bien sûr. Et en 2002, ce groupe va faire une déclaration qui va faire office de consensus. Les commotions cérébrales ne sont pas aussi dangereuses qu'on le croit. Ce qui est incroyable, c'est qu'une revue scientifique dirigée par un médecin, également président de l'organisme le plus influent sur le sujet, a constamment semé le doute sur les liens entre traumatisme crânien à répétition et troubles neurologiques à long terme. Et ça, c'est grave. En faisant cela, en fait, il a tout simplement construit un mythe dans la culture sportive, comme quoi la commotion cérébrale était une blessure comme les autres. Un simple désagrément, alors que c'est tout le contraire. Mais attends, l'histoire de McCrory, elle ne s'arrête pas là. En 2022, un chercheur nommé Steve Hawke se plaint que l'un de ses articles, publié 22 ans plus tôt, a été plagié par McCrory. Sur 1106 mots, 506 étaient les siens. On pourrait se dire que c'est une erreur, mais il s'avère que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Nick Brown, un chercheur en psychologie qui est connu pour déceler des irrégularités dans les publications scientifiques et qui se surnomme lui-même le Batman des scientifiques, révèle 2 autres cas de plagiat par McCrory. 6 mois plus tard, et ce ne sont pas 2 mais 9 articles qui sont retirés des archives. Et ce n'est pas tout. La thèse de McCrory, qui devait faire autorité sur le sujet, s'avère être un mélange de plagiat, de fautes d'orthographe et de recherches quasi inexistantes. Et malgré cela, il a été considéré comme l'un des principaux experts mondiaux sur les commotions pendant près de 20 ans. Et ce qui est impressionnant, et j'ai découvert cela, c'est qu'il a fait de l'autoplagiat. Je connaissais pas. L'autoplagiat, c'est quoi? C'est quand tu écris un article, que tu as plagié ou pas, que tu reprends cet article, tu le retravailles un peu, tu le mixes à la limite avec un autre article que tu as écrit et tu t'en resserres pour le publier. Et il a fait ça pendant 20 ans. Il a pris ses premiers articles de base qui étaient faux, qui disaient que les commotions n'étaient pas dangereuses, et il a fait ça pendant 20 ans. Mais entre temps, t'as pas fait de recherche, t'as pas fait d'études, en fait t'as rien fait. Sauf qu'un article qui est publié, il va être lu par justement tous les étudiants qui vont considérer que c'est un article, c'est publié, c'est fiable. Et donc tu t'appuies là-dessus pour tes recherches. Donc tout le monde, pendant 20 ans, s'est appuyé sur des théories qui en réalité étaient fausses et tirées de nulle part. Et devinez quoi? Il s'est fait un max de blé pendant 20 ans. Durant ces 20 ans, McCrory a mené un nombre énorme de missions de conseil à travers le monde. En Australie, il a reçu 1,5 million de dollars australiens en cas de subvention. Sur une période de 8 ans, la Ligue australienne de football a versé 660 000 dollars à l'Institut Florey pour des recherches sur les commotions et personne n'a jamais vu la couleur d'une recherche. Rien n'a été publié. Mais là où cela devient encore plus préoccupant, c'est lorsque l'on considère l'impact de ses actions sur le monde du sport. McCrory a été employé comme consultant par des fédérations comme la Rugby Football Union, RFU, pour rédiger des documents qui ont défini leur position sur les commotions. En déformant la vérité scientifique ou en omettant une partie, il a contribué à créer une réalité alternative dans laquelle les commotions cérébrales étaient juste minimisées
et où les sportifs continuent à jouer malgré les risques. Rappelez-vous dans le début de la vidéo, je vous avais dit de retenir le nom d'un médecin, le docteur Thorndike. Ce médecin en 1952 qui affirmait qu'un joueur de football américain, après 3 commotions, devait arrêter sa carrière. McCrory, il a repris ses travaux et il les a mis à sa sauce. Au lieu d'une retraite permanente pour le joueur de foot, c'est une petite modification, hein, il dit que après 3 commotions, tu fais une pause jusqu'à la fin de la saison. En faisant cela, il a non seulement trahi la vérité scientifique, mais il a aussi mis en danger les joueurs. Et maintenant, ça nous amène à une question qui est encore plus grave, c'est-à-dire combien de dossiers scientifiques McCrory, il a pu modifier pour que ça colle avec sa vision des choses, parce que c'est ce qu'il a fait. Et là, il y a eu des enquêtes en cours pour savoir si McCrory n'avait pas publié ou mis en avant des articles qui allaient dans son sens, en occultant les articles qui n'allaient pas dans son sens. Et là, on touche au cœur du problème. Le rugby, comme beaucoup d'autres sports, est une machine énorme qui broie ses joueurs. Les fédérations et les entreprises qui financent ces recherches n'ont aucun intérêt à arrêter le show. Alors McCrory leur a-t-il tout simplement dit ce qu'elle voulait entendre, jouant avec la santé des joueurs pour préserver leurs profits? C'est un peu comme si les lobbies du tabac finançaient des recherches sur les effets de la cigarette. C'est ce que McCrory il a fait. C'est bien plus qu'un simple cas de plagiat ou d'opportunisme financier. Il a influencé la perception mondiale des commotions cérébrales, minimisant leurs risques et retardant des mesures qui auraient pu protéger des milliers d'athlètes. Et tout cela pourquoi? Pour maintenir un système qui, au final, préfère protéger ses intérêts financiers que la santé des joueurs. Mais combien y a-t-il de commotions? C'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, puisque si tu tapes sur internet, tu vas sur Google et que tu recherches combien y a-t-il de commotions dans le rugby, tu vas trouver des chiffres qui veulent plus ou moins rien dire. Tu sais que les commotions, elles ont augmenté pendant un certain temps dans le rugby, mais ensuite tu fais dire un petit peu ce que tu veux aux chiffres. Qui est-ce qui a pris ces statistiques? Comment est-ce qu'elles sont utilisées? Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que tu retrouves un chiffre qui est constant, c'est que a priori, il y aurait une commotion tous les 3 matchs. Mais ça, c'est que les stats au niveau professionnel. Au niveau amateur, il y a très peu d'études et de cas, ou en tout cas, on ne les connaît pas. Mais se contenter d'un chiffre, c'est trop facile. World Rugby, sur son site internet, se félicite de la diminution des commotions cérébrales au niveau international. Vraiment, aujourd'hui, on a des joueurs qui vont plus vite, qui sont plus gros, qui sont plus puissants, qui frappent plus fort. Dès que ça claque sur les impacts, tu les regardes, tu fais oh, comme ça, tu as peur pour les mecs sur le terrain. Et pourtant, il y aurait moins de commotions que dans les championnats domestiques. Donc il y aurait moins de commotions qu'au niveau national, avec le top 14, la première chip, etc. Il faut dire que maintenant, les protocoles sont beaucoup plus stricts qu'avant, bien heureusement. Le protocole commotion commence dès que le joueur quitte le terrain. Le joueur qui est soupçonné d'avoir pris une commotion est retiré du jeu pour être évalué par un médecin indépendant. Pourquoi un médecin indépendant? Parce qu'autrefois, chaque équipe avait son propre médecin qui donnait son propre diagnostic concernant les joueurs de son équipe. Et même s'il a prêté le serment d'Hippocrate, t'as quand même ton employeur qui est derrière toi, celui qui te paie, et qui paie les joueurs pour qu'ils soient sur le terrain. Un club qui veut gagner des matchs, remporter des titres, et évidemment, il veut avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain. Et les joueurs au début, ils comprenaient pas forcément le danger des commotions, et peut-être que les médecins non plus, puisqu'il y avait ce fameux médecin McCrory qui faisait référence. Prenons l'exemple de Jamie Cudmore, un joueur de Clermont-Ferrand. En 2015, il a reçu 2 commotions en 15 jours, juste avant de jouer la finale de la Coupe d'Europe contre Toulon. Donc le match, il va le jouer, et pendant le match, il prend un KO. Il sort sur saignement avant de retourner sur le terrain pour les 13 dernières minutes. Malheureusement, on arrive tous sur le rock à la même temps, tête à tête. Et on est tous les deux assommés. Je sors ce saignement. C'est un acte qui aurait pu lui coûter bien plus cher que le match. Par la suite, Jamie Cudmore, il a attaqué son club, l'ASM, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est là que l'importance des commotions devient vraiment évidente. Comment ça s'est passé? Hein, ça? Tête? Ok. Quelle équipe a marqué en dernier dans ce match? Votre équipe a-t-elle remporté son dernier match? Avant, le rugby c'était une boucherie, hein, comme le football américain. Tout le monde disait que c'était pas grave les commotions. De toute façon, il y avait les écrits de McCrory qui le disaient, et donc on envoyait les joueurs à l'abattoir. Les mecs, ils pouvaient être commotionnés, ils restaient sur le terrain. Là où j'ai un gros souci, et là où j'ai vraiment quelque chose à dire parce que je l'ai vécu, c'est les protocoles commotion ne sont pas du tout assez poussés. Et un mec commotionné, il peut répondre à quasiment 100% des choses et re-rentrer sur un terrain et re-risquer le second choc où il peut mourir. Ça, c'est vrai. Ces protocoles, ce n'est pas si vieux que ça. Depuis 2015, il y a l'accès à la vidéo en direct pour détecter ces commotions cérébrales en direct sur les matchs. Avant, les joueurs restaient sur le terrain en étant commotionnés et personne s'en rendait forcément compte. Hein. Un joueur qui prend un start dans un ruck ou sur un plaquage en NFL, tu le vois pas forcément. En boxe, il est tout seul, donc tu le vois. Dans les sports collectifs, c'est beaucoup plus difficile. Avec la vidéo, on est tombé à 6%, et cette année, de nouveau pareil, sur cette première partie de championnat, donc avant les matchs d'équipe de France, on est à 5%.
Donc on voit qu'on a avancé, on a vraiment pris les choses en main à ce niveau-là. Et donc il y en a de moins en moins, ça progresse. C'est très rare maintenant de voir un joueur prendre un coup à la tête et rester sur le terrain. Il y a la vidéo et des médecins indépendants pour faire les tests et voir si le joueur est apte à retourner au combat. Dès qu'un joueur reçoit un coup à la tête et qu'il y a suspicion, cela est signalé à l'arbitre de champ pour faire passer le test. Cela peut être signalé par les assesseurs, les arbitres de touche, les arbitres vidéo, mais également par les clubs qui ont accès aux images en direct. Le souci, c'est que les rugbyman, c'est pas les plus futés. On a mal, on est habitué à avoir mal. La douleur fait partie de l'entraînement, la douleur fait partie de ton quotidien, la douleur fait partie du match. On est habitué à repousser les limites de son corps, et c'est là que la frontière est extrêmement mince entre avoir une entorse, une contusion, un hématome, là où tu vas pouvoir serrer les dents, mais tu vas continuer de jouer. Ça reste des tissus, c'est des blessures qui sont visibles, qui vont se refermer, qui peuvent se soigner. La commotion ne l'est pas. Et donc, les mecs veulent retourner sur le terrain. Et pendant un moment, j'ose espérer que cela a changé, parce que les joueurs, ils connaissaient tous les réponses aux questions du médecin indépendant sur le protocole commotion. Donc, ils arrivaient pour passer leur test commotion, sauf qu'ils connaissaient déjà toutes les réponses par cœur, et même commotionnés, ils arrivaient à donner les bonnes réponses, ils pouvaient retourner jouer. Maintenant, si tu prends un KO, en amateur en tout cas, tu reçois un carton bleu et tu ne peux pas revenir sur le terrain si tu n'as pas la validation d'un médecin. La prise en charge des commotions cérébrales, c'est extrêmement simple. Repos et récupération. Immédiatement après la blessure, c'est indispensable que le joueur, en fait, il quitte cet environnement pour pas reprendre un coup. C'est la première règle, ne pas jouer avec sa santé. Le premier stade du traitement repose essentiellement sur le repos physique et cognitif, permettant au cerveau de récupérer sans être sollicité par des activités qui pourraient exacerber les symptômes. Le repos, c'est la pierre angulaire du traitement initial. Pendant cette période, le joueur ou l'athlète qui est commotionné, il doit absolument éviter toute activité physique intense ou même toute activité physique, ainsi que des tâches mentales exigeantes et l'exposition aux écrans. Si tu pensais que tu allais pouvoir être commotionné et rester planté devant Netflix toute la journée, t'oublies. Une fois la phase de repos passée, on peut introduire des thérapies cognitives pour aider à rétablir les fonctions mentales affectées. Ces thérapies incluent des exercices de concentration, de mémoire et de résolution de problèmes, souvent encadrés par un neuropsychologue ou un thérapeute spécialisé. Le but est de réhabiliter progressivement les fonctions cognitives tout en surveillant de près les signes de régression. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de ces thérapies cognitives, tu es obligé aussi de mettre des thérapies physiques, des exercices d'équilibre, de coordination, et ces exercices sont souvent supervisionnés par un physiothérapeute. La réhabilitation des commotions cérébrales, c'est un processus graduel et rigoureusement encadré. Le Graduated Return to Play, GRTP, est le protocole standard utilisé dans le sport du rugby pour assurer une reprise sécurisée des activités sportives. Ce protocole, il prévoit une série d'étapes où le joueur augmente progressivement l'intensité de ses activités. Chaque étape, elle doit être complétée sans réapparition de symptômes avant de passer à la suivante. Et voilà comment ça se déroule. Phase 1, repos complet jusqu'à disparition des symptômes. Phase 2, activités légères comme la marche ou le vélo d'appartement. Phase 3, exercices spécifiques mais sans contact. Phase 4, entraînements normaux incluant le contact sous surveillance médicale. Phase 5, retour complet au jeu compétitif si aucune récidive des symptômes n'a été observée. Et ce processus, il est long, il peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais il doit être strictement respecté pour minimiser le risque de réapparition de symptômes de commotion. C'est la clé en fait de ce protocole. Et si on ne respecte pas bien, et même en respectant, il peut y avoir des conséquences, mais si on ne respecte pas bien le protocole, il peut y avoir des conséquences qui sont plus graves, ce qui amène la dernière partie, les conséquences. Lorsqu'un joueur de rugby subit une commotion cérébrale, les conséquences à court terme peuvent être immédiates et graves, affectant non seulement sa performance sur le terrain, mais aussi son quotidien. Dès le moment de l'impact, il peut éprouver une baisse significative de sa concentration. Ce n'est pas simplement une question de manque d'attention, mais plutôt une incapacité réelle à se concentrer sur le jeu, à suivre les instructions tactiques ou à lire correctement les mouvements des adversaires, car il réagit plus lentement et ne peut pas évaluer les situations de jeu aussi rapidement qu'il le ferait normalement. Un exemple marquant, c'est celui d'un ailier qui s'appelle George North. Il a subi plusieurs commotions au cours de sa carrière et notamment en 2015. Pendant un match contre l'Angleterre, il a subi 2 énormes chocs à la tête. Après le premier choc, il est resté sur le terrain. Et là, il a subi un second impact qui a été encore plus violent. Et là, les symptômes de la commotion cérébrale ont commencé à apparaître immédiatement. Mais lui, il est resté sur le terrain, il a continué de jouer. Et c'est là où c'est grave. Et on en revient à ce fameux McCrory qui avait la main mise en fait sur toutes les déclarations des commotions à cette époque. Tout le monde se disait c'est pas grave. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain que ces conséquences se manifestent. Là où cela devient encore plus compliqué, c'est dans leur vie quotidienne. En dehors du terrain, une commotion cérébrale rend la vie quotidienne incroyablement difficile. Les joueurs peuvent avoir du mal à effectuer des tâches simples comme lire, se concentrer sur une conversation ou même se détendre dans un environnement normal. La sensibilité à la lumière et au bruit est un symptôme courant, force
forçant les joueurs à éviter les lieux autrement anodins comme les restaurants bruyants ou les pièces bien éclairées. Jonathan Sexton, l'ouvreur irlandais, en est un autre exemple. Après avoir subi plusieurs commotions cérébrales, il a souvent parlé des difficultés qu'il a rencontrées en dehors du rugby, notamment une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, ce qui a affecté sa qualité de vie et son retour au jeu. Sarah, une ancienne joueuse de rugby qui joue à Rennes, elle parle de son expérience. À la moindre contrariété, je piquais des crises de colère énormes. J'avais l'impression de me transformer en Hulk, je me sentais sombrer dans la folie, confie-t-elle. Elle a compris plus tard qu'elle faisait une grosse dépression. Cette hypersensibilité et la difficulté à réussir à accomplir des tâches quotidiennes très simples, en fait, elles peuvent amener à une fatigue mentale, c'est-à-dire que t'imagines, tous les jours tu te lèves et tu arrives pas à ouvrir la porte de chez toi ou à paramétrer ton réveil, etc. Mais en fait, tu te fatigues mentalement aussi. Les joueurs peuvent se sentir constamment épuisés, même après des périodes de repos prolongées, et cette fatigue peut contribuer à un sentiment général de malaise et de frustration. Et bien sûr, cette condition, elle peut générer un stress psychologique supplémentaire, car les joueurs, ils peuvent se sentir très rapidement isolés ou incapables de fonctionner comme ils le faisaient auparavant. Les effets cumulatifs des commotions cérébrales répétées peuvent également entraîner un déclin intellectuel général, affectant les capacités de réflexion, de prise de décision et même l'humeur. De nombreux joueurs ont rapporté des problèmes de dépression et d'anxiété après avoir subi plusieurs commotions, souvent exacerbées par des changements neurochimiques dans le cerveau. Et ça, c'est encore plus difficile derrière pour les joueurs d'accepter de partir à la retraite, parce que les joueurs, ils vont devoir faire face en fait à la fin de leur carrière, mais aussi aux défis de la vie qu'ils ne vont pas pouvoir relever parce qu'ils sont pas en état de pouvoir les affronter, les défis de la vie. Les recherches sur les commotions cérébrales dans le rugby ont permis de quantifier l'ampleur de ce problème, révélant des données alarmantes sur la fréquence et la gravité de ces blessures. Par exemple, une étude réalisée par World Rugby a montré que les avants, souvent en première ligne lors des contacts physiques, subissent en moyenne 1,2 commotions par saison. Ce chiffre, il peut sembler faible, mais il est crucial de considérer les effets cumulatifs de ces blessures sur une carrière entière. On en revient à notre médecin qui en 1952 disait qu'au bout de 3 commotions, il fallait arrêter la carrière. Donc ça veut dire que quand t'es pilier, si tu dois t'arrêter à 3 commotions de ta carrière, et bah t'as 3 ans à 1,2 commotions par an. Une autre étude menée par la Fédération anglaise de rugby a révélé que jusqu'à 30% des joueurs de rugby professionnels subiront au moins une commotion cérébrale au cours de leur carrière. Ce chiffre, il est d'autant plus préoccupant que de nombreux joueurs ne signalent pas immédiatement les symptômes par peur de perdre leur place dans l'équipe ou de paraître faibles. James Haskell, un ancien international anglais qui était vraiment un boucher sur les terrains, il a avoué que lui, il a caché plusieurs fois les symptômes de commotion cérébrale. Tout ça pour continuer de jouer parce que les joueurs sont sous pression en permanence. Et les joueurs qui ont subi une première commotion cérébrale, ils sont plus susceptibles de subir une seconde commotion, et notamment dans un laps de temps court. Et cette cascade de commotion cérébrale qui peut intervenir, elle augmente considérablement en fait le risque de TC ou de dégénérescence pour plus tard. Alors il y a des nombreux clubs et fédérations qui ont mis en place des protocoles vachement plus stricts maintenant pour limiter le nombre de commotions, mais ce qu'il faut essayer de faire en fait, c'est de les prévenir, ces commotions. Et on commence par l'équipement. Il y a quelque chose de clair, c'est qu'un casque n'empêchera jamais une commotion, que ce soit dans le football américain ou dans le rugby. En fait, si ta tête elle bouge trop rapidement, ton cerveau babam, il va aller taper contre les parois de ton crâne, commotion. Le protège-dents, il aide un petit peu puisque tu serres ta mâchoire, et donc ça te permet en fait de contracter un petit peu plus les muscles, si j'ai bien compris. Au-delà de l'équipement, en fait, c'est plus des règles qui doivent être mises en place pour assurer la sécurité des joueurs. Il va y avoir tout d'abord en fait les règles sur la hauteur du plaquage, le fait que dès qu'il y a un contact à la tête, il faut sanctionner. C'est pas parce que c'est du rugby professionnel ou du football professionnel que tu dois pas sanctionner. La boxe est différente, c'est un sport de combat où tu as le droit de toucher la tête. Dans les autres sports collectifs, non, tu n'as pas le droit. Et ensuite, il y a toutes les techniques d'apprentissage du plaquage, comment positionner ta tête, etc. Et ça, c'est bien, mais à pleine vitesse, en fait, quand tu dois arrêter quelqu'un, tu l'arrêtes quoi qu'il arrive. Mais on sait qu'au niveau amateur, en fait, l'amélioration de la formation sur les techniques de plaquage, elle a permis de vachement limiter en fait le nombre de commotions et d'accidents. Des initiatives au Royaume-Uni comme Rugby Safe ou comme en France, on est passé sur une forme de rugby pendant la moitié de l'année chez les jeunes, c'est le toucher 2 secondes. Donc tu ne plaques pas au début, tu apprends à toucher, à te déplacer. Le rugby, c'est pas que du plaquage. Et la formation, elle ne s'arrête pas là. Les entraîneurs, ils sont également formés à créer un environnement où les joueurs se sentent en sécurité pour signaler une commotion. Ça veut dire qu'il faut combattre la culture du joue malgré tout, où les joueurs cachent leurs symptômes par peur de perdre leur place, de montrer qu'ils sont faibles ou de décevoir leurs coéquipiers. Les fédérations de rugby et les organisations de santé, elles jouent un rôle central dans la promotion de la sécurité, de la sensibilisation au risque de commotion. Ces organisations, elles lancent régulièrement des campagnes de sensibilisation pour éduquer non seulement les joueurs et les entraîneurs, mais aussi les parents, les arbitres et le grand public. La sécurité des joueurs, c'est un problème qui devrait être vraiment au cœur de l'action de toutes les fédérations et de tous les sports, et notamment dans le football américain et le rugby.
rugby. Qu'est-ce qui fait que le rugby est quand même plus sécuritaire qu'avant? Les règles déjà elles ont énormément évolué. Dans toutes les catégories amateurs, tu n'as plus le droit de plaquer au-dessus de la taille, tu n'as plus le droit de faire des plaquages à deux. Et le gros problème pour moi reste la subjectivité de l'arbitre, c'est-à-dire qu'il juge le degré de dangerosité d'un plaquage, par exemple quand il va y avoir un contact épaule-tête, mais donc ça veut dire que tu as le droit de faire des choses dangereuses, mais qu'en fonction du degré de dangerosité, tu recevras une sanction qui est plus ou moins lourde. Et ça, moi, ça me dérange un peu, puisque si la priorité c'est la sécurité des joueurs, l'action est dangereuse, c'est rouge, contact épaule-tête, volontaire, involontaire, vitesse, pas de vitesse, tu dois être en maîtrise de ton corps. Et là, ce qu'on a vu arriver avec un carton rouge qui dure 20 minutes et après tu peux faire rentrer un autre joueur, donc c'est-à-dire que tu pourrais très bien te dire, ok, la technique, moi je vais mettre un casseur dans l'équipe, il arrive, il va arriver épaule dans la tête du 10 adverse de Antoine Dupont, blam, il va le fracasser en 10, et derrière il va sortir 20 minutes, toi ton Antoine Dupont il sera plus là pendant tout le match, et hop, on peut continuer. Et dans toutes les phases de combat, notamment les rucks, dès qu'il y a un tête-tête, évidemment, c'est pas tout le temps sanctionné. Et moi je pense que ça devrait l'être en permanence, même si c'est pas forcément d'une pénalité mais d'un bras cassé que tu es obligé de jouer à la main, ça dynamiserait. Et il y a une chose qui me fait quand même relativement peur dans le rugby, et malheureusement ça sera ma conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on a vu évoluer, et je ne le souhaite pas, mais qui vont, je pense, se diriger vers de la démence précoce puisqu'ils n'ont pas été assez avertis. On a de plus en plus de joueurs qui se manifestent au niveau international. J'espère que cette petite vidéo enquête sur les commotions cérébrales t'a plu. Après, il faut pas se leurrer, c'est pas le cas de tout le monde et le rugby professionnel génère des commotions cérébrales beaucoup plus que dans le rugby amateur, mais c'est un risque et il faut pas le cacher en fait. Il faut pouvoir en parler, il faut savoir dans quoi tu t'engages, dans quoi tu engages tes enfants aussi. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et on se revoit bientôt. Topette!